Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le fantastique, la science-fiction et le développement durable. Nous sommes à Épinal, dans les Vosges, où se déroulait du 24 au 27 mai 2018 le 17e Festival des mondes imaginaires, à la rencontre de plusieurs auteurs et artistes. Pour l'heure, nous sommes avec le directeur de la culture de la ville d'Épinal, organisatrice de la 17e édition des Imaginales. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes aux Imaginales, le festival des mondes imaginaires, ici à Épinal, pour cette 17e édition. Festival créé en 2002. Et c'est du 24 au 27 mai 2018. Alors, certains vont se poser la question, mais que font des journalistes travaillant sur le développement durable au Festival des mondes imaginaires? Eh bien, figurez-vous qu'on trouve des auteurs impliqués dans ces préoccupations d'écologie, d'environnement, de développement durable. C'est votre cas, Fabien Fernandez, bonjour. Bonjour. Fabien Fernandez, votre dernier livre s'intitule Dust Bowl, paru chez Lynx, et c'est une histoire qui se déroule en 1935 aux États-Unis, au moment de la Grande Dépression. Oui, tout à fait. On est dans le sud des États-Unis, dans l'Oklahoma, c'est-à-dire les terres agricoles du pays, celles qui ont nourri les soldats de la Première Guerre mondiale, donc en Europe, et qui ont développé, voire ultra développé leur agriculture pour pouvoir alimenter les soldats, mais aussi générer de l'argent pour ce qui va avec, quoi. Donc à partir de là, les sols ont été exploités, surexploités. On a abandonné tout ce qui était animaux de trait pour les remplacer par des machines. Donc on a éventré les terres parce que c'est vraiment comme ça que c'est traité. Et puis surtout, on a enlevé toute végétation pour faire plus de place aux champs, pour produire plus. Et c'est cette végétation qui est essentielle à la nature pour bloquer la poussière, bloquer le sable. Et une fois que toute cette végétation a été éradiquée, il s'est trouvé naturellement que la nature a répondu à la souffrance qu'on lui a faite, c'est-à-dire que la poussière n'était plus arrêtée. Il y a eu des tempêtes de sable qui ont traversé le pays. Et quand ces tempêtes de sable, dont personne ne s'inquiétait vraiment, parce que c'était dans le sud, sont arrivées sur Washington DC et Chicago, c'est-à-dire vraiment dans le nord du pays, là, les politiques ont commencé à se poser des questions et à se dire, mais mince, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ? Un sujet en même temps d'actualité, un clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui, pas qu'en France, aussi ailleurs dans le monde. Oui, complètement, parce que produire pour produire, au bout d'un moment, c'est marcher sur la tête, alors qu'on pourrait simplement produire à une échelle plus locale, avec des produits plus sains, plus simples. Et au lieu de... Ça me fait penser à cette fameuse histoire des 2 camions de tomates qui ont un accident. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi que ce soit, mais on m'a raconté cette histoire. C'est un camion qui vient de Hollande, un camion qui vient d'Espagne, et chacun nourrissant le pays respectif. Et ils ont un accident à Lyon. Et pour voir, c'est l'exemple typique de la stupidité de la production actuelle. Fabien Fernandez, vous êtes auteur-illustrateur. Oui, tout à fait. Est-ce que vous en êtes venu à utiliser vos talents d'auteur et d'illustrateur pour vous engager dans la défense de l'environnement et la promotion du développement durable, ou est-ce que c'est l'inverse ? En fait, j'écris, je crois qu'on ne peut pas écrire sans s'impliquer soi-même, donc dans des sujets qui nous tiennent à cœur. En l'occurrence, l'écologie, c'est un sujet en effet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il faut faire quelque chose et chacun peut faire quelque chose à son échelle. Je ne suis pas à vouloir dire qu'il faut tout chambouler. Je dis que si chacun y met sa petite graine pour rester dans le champ lexical, on peut avancer tous ensemble. Et des fois, il suffit juste d'éteindre une lumière en sortant de la pièce, couper l'eau, des petites choses comme ça. Ou acheter des produits locaux. Ça paraît un peu peut-être naïf pour des gens de dire ça, mais c'est comme ça qu'on peut combattre à son échelle. Et moi, mon combat, des fois, je le mène, pas tout le temps, mais
dans mes écrits, dans mes illustrations. Pour autant, par exemple, si je prends votre dernier ouvrage, Dust Bowl, Fabien Fernandez, on n'est pas obligatoirement un écolo convaincu pour avoir accès à ce type de littérature. Ah non, parce que c'est pas. Pour moi, l'idée, c'est pas d'être didactique et de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est d'avoir un cadre qui, en l'occurrence, est historique, même si c'est du fantastique. Et puis, pour s'en servir d'un outil narratif. Et pas forcément donner des consignes, mais plutôt se dire voilà comment c'était, et éventuellement que le lecteur, s'il se sent touché par ce discours de fond, se pose des questions. Et rien que de se poser des questions, je pense que déjà ça fait avancer. Alors, la question que je me pose souvent, Fabien Fernandez, est-ce que des auteurs comme vous, dans le fantastique, est-ce que c'est une manière d'appréhender le réel par le fantastique, ou est-ce que c'est une manière au contraire d'échapper au réel? Je pense que c'est quelque chose qui se fait écho, parce que si on pense tout à cette grande école de science-fiction, notamment américaine des années 70, c'est pas loin de la philosophie. On va dire un métier qui a presque disparu, le métier de philosophe, parce que réfléchir, c'est ce qui nous fait avancer. La science-fiction, c'est ce qui nous fait avancer. Ça nourrit l'entertainment, le cinéma, mais c'est pas pour rien qu'on se pose des questions sur le futur et qu'on pose des questions et des sujets de réflexion pour avancer ensemble, quoi. Donc je pense qu'on répond à une actualité pour le futur qui nous touche. Alors, nous avons rencontré récemment Corinne Gendron. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est une professeure à l'Université du Québec, l'UQAM. Elle est par ailleurs académicienne, membre de l'Académie des technologies en France. Et elle a organisé un colloque sur la science-fiction et la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, c'est une approche très intéressante. Est-ce que on peut imaginer que le fantastique, la science-fiction, on est ici au Festival des Imaginales, Festival des mondes imaginaires, est-ce qu'on peut imaginer que, précisément, on peut se servir de notre créativité pour inventer le monde de demain et finalement sortir de nos contingences à court terme? Est-ce que c'est ce que vous faites dans votre travail, Fabien Fernandez? Alors, je n'aurais pas la prétention de poser des bases pour qu'on réfléchisse sur la science de demain. Déjà, je fais pas vraiment beaucoup de science-fiction, mais il est clair que si on regarde en arrière sur les écrits dans le domaine de la science-fiction, de l'imaginaire, on retrouve les prémices d'une technologie que l'on a actuellement. J'imagine que pour passer du téléphone au téléphone sans fil, ça a été imaginé par des auteurs. Les voitures volantes, ce genre de choses, les voitures électriques. Vous voulez dire que les auteurs sont en avance, bien sûr, sur la technologie? Je pense qu'on a un grand pouvoir qui est de ne pas être limité par les contraintes matérielles, technologiques, j'entends par là, et financières. Et donc, du coup, quelque part, on n'a pas de budget pour notre imagination. Et oui, pas de R&D. Voilà. Et à partir de là, donc, on peut imaginer tellement de choses. Et je pense que beaucoup de chercheurs, d'inventeurs devraient se tourner un peu plus vers... Et venir vous rencontrer, par exemple. Ouais, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des tables rondes échangées entre scientifiques, inventeurs et auteurs. Alors précisément, Fabien Fernandez, sur l'avenir, je vais poser la question non pas aux citoyens, mais à l'artiste. Comment vous le voyez, notre avenir, au regard des enjeux? On parle beaucoup, bien sûr, actuellement de la biodiversité. Comment vous le ressentez et éventuellement comment vous le traduisez dans votre travail? C'est difficile parce que à l'heure actuelle, si on parle des puissances politiques qui gèrent un petit peu tout ça, on a deux catastrophes pour moi qui sont importantes. La première, c'est Donald Trump. La deuxième, c'est notre propre gouvernement, puisqu'on est là, qui a un fanion écologique qui est Nicolas Hulot, mais qui abandonne toute écologie juste pour être au pouvoir. Donc j'attends surtout le moment où ces personnes seront remplacées par des gens compétents et surtout impliqués pour voir ce que ça va donner pour avancer dans le positif. Et vous pensez qu'on va dans le bon sens ou pas? Là, actuellement, non, on va pas dans le bon sens, mais il y a plein de petites pistes positives qu'il faut continuer à explorer et qu'il faut soutenir. Et surtout, il faut garder le cap pour
parce que si on lâche maintenant, il n'y aura rien de positif derrière. Donc, Est-ce que vous connaissez votre lectorat, Fabien Fernandez, par exemple ici aux Imaginales d'Épinal du 24 au 27 mai? C'est l'occasion bien sûr aussi de venir à la rencontre de son public. Est-ce que vous le connaissez et si oui, quel est-il? je n'ai pas beaucoup. Disons que j'ai commencé ma carrière en tant qu'illustrateur. Chaque année, je fais la fresque ici aux Imaginales. Et ça va faire 4 ans que j'écris des romans. Donc du coup, mon lectorat est assez jeune pour moi. Donc c'est un lectorat plus global. Je vais peut-être plutôt parler des auteurs qui m'entourent, qui eux sont plus expérimentés que moi dans le domaine. Et je crois que c'est un lectorat qui est curieux. Je crois que c'est un lectorat qui a en effet, comme vous disiez, besoin peut-être de s'évader par moment. Mais ça leur fait des bulles de rêve ou des bulles de réflexion. Et ce qui est génial aux Imaginales, c'est qu'on a aussi les écoles de la région qui sont amenées par les différents prix des collégiens, des lycéens et autres, et qui viennent là. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement sur le festival, c'est qu'on n'a pas de barrière comme dans d'autres festivals. Il y a une table qui nous sépare des lecteurs, mais déjà, il n'y a pas de prix d'entrée. C'est ouvert à tous. Et on peut passer facilement de l'autre côté de la table pour discuter avec nos lecteurs, et ça, c'est génial. Fabien Fernandez, si on veut en savoir plus sur votre travail, un site internet pour le consulter? Oui, alors c'est fablière.com, www.fablyi.com. Et là, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Très bien, merci infiniment Fabien Fernandez. Merci à vous. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Je n'y connais pas en balistique et je me méfie de la politique. Armes chimiques ou bactériologiques, défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Les océans sont radioactifs avec les missiles qui réfléchissent. La terre entière s'asphyxie. C'est un vrai suicide collectif. Oh yeah. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Je ne m'y connais pas en balistique et je me méfie de cette politique. Armes chimiques ou bactériologiques, défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Science sans conscience, alright, n'est que ruine de l'âme. Science, alright, sans conscience, oh yeah, n'est que ruines et larmes. Jean-Marc Ligny, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Ligny, on vous considère un peu comme le monsieur climat de la science-fiction. En effet, parce que ça fait depuis le début des années 2000 que je baigne dans cette thématique. En fait, ça m'a interpellé au début des années 2000, quand je me suis rendu compte et que toutes les données indiquaient que le changement climatique est irréversible, qui va profondément transformer
non seulement la planète, mais surtout l'humanité, puisque on est très dépendant quand même de la nature et des cycles naturels. Et que donc là, on se dirigeait vers un avenir plus ou moins catastrophique, mais en tout cas certain. Ce qui est une nouveauté, surtout pour un auteur de science-fiction, de savoir que le prochain avenir de l'humanité est à peu près déjà écrit. Donc je ne pouvais pas passer à côté, moi, en tant qu'auteur de science-fiction, d'imaginer ce qu'allait devenir notre monde face à ce changement climatique, à l'augmentation du niveau des océans, l'acidification, la 6e extinction des espèces, etc. En l'occurrence, Jean-Marc Ligny, là, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Voilà, ouais, effectivement. Bon, maintenant, des romans de science-fiction sur le climat, il y en a une pléthore. Mais sans fausse modestie, je peux dire que j'ai été parmi les premiers quand même à traiter le sujet. Et le sujet s'est emparé de moi, en fait, comme il s'empare de l'humanité tout entière, hein, d'une certaine façon. Donc voilà, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Aquatm, qui est paru chez La Talente, qui est un gros pavé quand même, il fait plus de 700 pages. Et une fois terminé ce roman qui se passe dans un avenir proche, où tout ce que je décris dans le bouquin est plus ou moins en train de se dérouler maintenant, j'ai voulu pousser plus loin et puis voir l'évolution à moyen terme et à long terme. Et donc je me suis aussi branché avec des climatologues, etc., pour avoir une description la plus réaliste possible des probabilités de changement climatique, pour avoir une assise vraiment solide, quoi, sur laquelle baser l'évolution de ma société. Réaliste, science-fiction, mais réaliste. C'est devenu une trilogie, on va l'appeler trilogie climatique, avec un dernier ouvrage, Semences, Jean-Marc Ligny, qui se passe, alors là, dans un avenir beaucoup plus lointain. Voilà, donc après Aquatm qui se passe en 2030, j'ai donc fait Exode qui se passe en 2100, où là j'ai plutôt étudié le comportement de divers personnages face à la catastrophe, c'est-à-dire la chute de l'humanité, l'extinction de l'humanité d'une certaine façon, enfin pas de l'humanité, de la civilisation plus exactement, parce que les humains sont résilients quand même, hein. On est costaud, on est tenace, on est un peu comme des cafards, on tient le coup. Et donc Semences en 2300, où là donc les survivants en question n'ont plus de notre civilisation qu'un souvenir lointain et à demi légendaire en fait, parce qu'ils ont perdu la mémoire. Ils ont perdu la mémoire de notre société. Notre mémoire actuellement est de plus en plus virtuelle, numérique, électronique. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de mémoire. Et donc toute notre histoire ne devient plus qu'une légende. Et donc ces gens de 2300 se souviennent de notre époque comme des âges sombres où l'humanité a déséquilibré la planète, laquelle planète s'est vengée en éliminant une bonne partie de l'humanité, mais aussi des animaux, des plantes, etc. Donc j'essaye d'imaginer ce que peut être ce monde de 2300 qui sera de toute façon très différent du nôtre, quoi. Pour autant, Jean-Marc Ligny, là du coup, ça devient plus de la prospective, même à long terme, plutôt que de la science-fiction, non ? On peut dire ça. Disons que... Ouais, bon, c'est de la science-fiction dans le sens où je raconte une histoire quand même. C'est pas un rapport du GIEC que je vais, réécrire d'une façon plus romanesque. Mais par contre, je me suis bien effectivement basé sur les rapports du GIEC. J'ai rencontré des climatologues, des spécialistes des climats antiques aussi, comme Valérie Masson-Delmotte par exemple. J'ai eu des avis, je me suis énormément documenté. J'ai passé des années à me documenter pour justement que ces histoires aient une base réelle, parce que je trouve qu'un roman de science-fiction est d'autant plus crédible s'il s'appuie sur la réalité, quoi. Et toute bonne histoire de science-fiction doit s'appuyer sur la réalité. La science-fiction, pour moi, c'est la littérature du réel, de toute façon. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que on projette une évolution possible du monde. Même dans les étoiles, même sur d'autres planètes, même d'éventuelles rencontres avec les extraterrestres. On projette quelque chose de possible sur quelque chose d'existant. À l'inverse de la fantaisie qui va construire des mondes totalement imaginaires. Là où on peut tout inventer, tout est possible, les dragons, la magie, les fées, etc., tout ce qu'on veut. La science-fiction se base sur le réel quand même. Elle se base sur notre monde d'aujourd'hui et elle anticipe
d'une certaine façon, son évolution possible. Alors justement, Jean-Marc Ligny, votre premier ouvrage se déroule en 2030. Ce que vous écrivez est en train de se réaliser. On va vous affubler du qualificatif de visionnaire. Le 4e ouvrage de cette trilogie, pour le coup, c'est quoi le monde du 4e livre? Le 4e livre de ma trilogie, je suis en train de le faire. Et c'est en fait un développement du 3e, parce que je n'ai pas répondu à toutes les questions que j'ai posées dans ce livre-là. Et où je m'intéresse plus au rapport de coopération qu'il pourrait y avoir entre l'être humain devenu un animal comme les autres et les autres animaux, je dirais presque devenus des êtres humains comme les autres, quoi. C'est-à-dire que l'homme n'est plus l'espèce dominante. En 2300, l'homme n'est plus l'espèce dominante et ça, je le sens venir gros comme une maison. Et pour moi, l'espèce dominante à cette époque-là, ce sera les insectes et notamment les fourmis, quoi, qui sont une société qui est restée quand même inchangée depuis 800 millions d'années. Quasiment depuis leur apparition. Depuis leur apparition, c'est une société à la fois terrifiante dans sa perfection. C'est-à-dire qu'elle tolère aucune... je vois pas les fourmis faire preuve d'imagination sinon collective, quoi. Et là, dans mon prochain roman, elles font preuve d'une imagination collective, effectivement. Je sais bien que les auteurs n'aiment pas qu'on les compare entre eux, c'est aussi la thèse de Werber. Pour autant, vous évoquez la coopération. Jean-Marc Ligny, vous êtes parti finalement sur une représentation assez noire, assez terrible de l'humanité. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cet embranchement vers la coopération se déroule plus tôt? Est-ce qu'il faut attendre la destruction du monde pour en arriver là? Je dirais que c'est la tendance. C'est dans l'air, à mon avis, ça va être le prochain... C'est le carrefour. Ça va être le prochain grand défi, grand sujet et grand défi de l'humanité. Là, on nous a balancé du changement climatique à toutes les sauces depuis 20 ans. Et je remarque que le paradigme est en train de changer et qu'on commence à parler de plus en plus justement de l'extinction des espèces, de préserver la biodiversité, etc. Et on commence à se rendre compte que sans les animaux, on ne peut pas vivre. Et je ne parle pas des animaux de boucherie ou d'élevage. Je parle des abeilles, je parle des fourmis, mais en l'occurrence de tous les insectes qui font que la nature fonctionne. Et aussi, bon, même les animaux par rapport à, je dirais, notre équilibre mental. Alors c'est-à-dire on ne peut pas vivre sans animaux. Nous sommes ici dans le parc du Cours, à Épinal, où se déroulent les Imaginales, cette 17e édition. On n'a pas forcément conscience de la qualité de ce cadre au quotidien. Ah, c'est magnifique, hein. Et effectivement, souvent on n'a pas conscience. On a l'impression que la nature nous appartient, en fait, alors que c'est l'inverse. Jean-Marc Ligny, est-ce que la science-fiction est finalement le meilleur moyen peut-être de sensibiliser nos concitoyens plutôt que des plaquettes pédagogiques? Je dirais que c'est un bon moyen, ouais. C'est un bon moyen parce que justement, la science-fiction prétend pas, enfin en tout cas moi je prétends pas faire acte de prophétie ou délivrer un message ou dire voilà ce qu'il faut faire, agissez comme ci, sinon il va vous arriver ça. Je fais un constat en fait. Je fais un constat du monde et je raconte une histoire, j'ai des personnages. Le but, c'est toujours de raconter une histoire, hein. Donc, si le cadre de cette histoire interpelle et puis fait prendre conscience que effectivement, il est vraiment temps de changer notre comportement parce qu'on va droit dans le mur, de toute façon. Donc, il est temps au moins d'essayer d'adoucir le choc. Mais... autant le faire d'une façon fun et en s'amusant et puis en prenant du bon temps, quoi. Merci Jean-Marc Ligny. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Semences, paru chez La Talent.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Nous sommes toujours aux Imaginales, le festival des mondes imaginaires ici à Épinal pour cette 17e édition du 24 au 27 mai 2018, installé confortablement sous le kiosque. Près de 35 000 visiteurs sont attendus pour ces journées et une centaine d'invités avec une centaine de conférences, des expositions et même un colloque universitaire. À propos d'invités, eh bien justement, Laurent Gapaillard, bonjour. Bonjour. Laurent Gapaillard, vous êtes illustrateur et vous êtes en train de construire un univers utopique de ville plante. Expliquez-nous. En fait, j'ai eu l'idée, c'est parti d'un travail d'école. Il y a plusieurs... c'est quoi, dans les années 2000, enfin à la fin des années 90, ça fait très longtemps. Et j'étais pas en mesure de donner suite à cette idée à ce moment-là. Parce que j'avais l'intuition, mais je n'étais pas capable de le dessiner. Mais c'était qu'en fait, la plante, c'était un peu un excès. C'est comme une équation, c'est comme un moule à travers lequel on peut glisser ce qu'on veut et on peut penser ce qu'on veut à cause de sa simplicité. La plante, c'est comme un réseau qui pourrait servir d'illustration de tout ce qui se connecte ensemble, en fait. Donc, une forme élémentaire du vivant qui permet à la fois de penser des interrelations. Et cette forme-là, on peut la penser pour imaginer tout, c'est-à-dire des philosophies, de l'architecture, des vêtements, des religions, Et donc en fait, comme une image graphique d'un raisonnement ou d'une mise en relation de choses les unes par rapport aux autres. Et voilà, donc j'avais cette intuition-là quand j'avais 18-19 ans. Et à ce moment-là, j'avais commencé à faire des dessins, mais j'avais pas les moyens de le représenter complètement. Parce que j'avais pas la culture graphique ni les informations. Par exemple, pour vous donner l'idée d'une architecture plante, je me disais, voilà, on peut construire des villes en forme de plantes. J'avais cette intuition-là quand je me baladais dans des forêts, que ces forêts, en fait, étaient aussi nourrissantes, aussi stimulantes, aussi grouillantes de vie, d'activité, que si j'étais au centre de Manhattan ou à Shinjuku au Japon, quoi. Parce que je me sentais habité d'une vie qui me traversait, et puis en plus, une ville qui est lisible à toutes les échelles. C'est-à-dire que quand on voit une ville, elle est lisible à l'échelle humaine ou à 2 ou 3 échelles humaines. Par exemple, on va voir l'échelle humaine, un groupe d'individus, un seul individu, ou peut-être une macro-sociale, ou plusieurs générations, ou à la limite l'histoire. Mais quand on est dans une forêt, ce rapport d'échelle, il se démultiplie des milliers de fois, parce qu'il y a toutes les espèces qui ont leur niche. Il y a les temporalités qui changent, il y a les saisons, enfin voilà, donc c'est comme une méga ville avec des connecteurs dans tous les sens, donc voilà. Laurent Gapaillard, pour l'instant, votre travail est encore dans les cartons, exercice radiophonique. Comment est-ce que vous pourriez décrire aujourd'hui votre travail, si vous étiez en mesure déjà de le présenter au public, de le publier peut-être, c'est prévu je crois l'année prochaine. Donnez-nous envie de venir vous voir l'année prochaine. En fait, du coup, à partir de ce monde de ces suggestions sur les plantes, j'ai travaillé pendant des années pour augmenter, pour être capable de rendre ces idées. Et du coup, je me suis intéressé
en fait, à la construction de villes inspirées par des plantes, c'est-à-dire dont les bâtiments poussent et où il y aura des collaborations entre des plantes et des humains pour faire pousser des villes. Il y a des chaînes de montagnes inspirées par des plantes, c'est une chaîne de montagnes de légumes en fait concrètement. Donc ça c'est une partie qui s'appelle la tectonique des plantes. Et puis il y a aussi tout un autre travail sur des mythologies végétales, mais bon les choses avancent. Et en fait l'idée à un plus long terme c'est de mettre au point une sorte d'encyclopédie quoi. Mais enfin voilà c'est une exploration un peu sans fin, quoi, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Vous parliez tout à l'heure de cette intuition. Est-ce que vous êtes en capacité, Laurent Gapaillard, alors sans faire une psychanalyse bien sûr, mais d'identifier ce qui s'est passé, ce qui s'est produit? C'est quoi? C'est une grâce? En fait, c'est passé par les fougères. Alors c'est un peu par les fougères, ouais. C'est-à-dire que je trouve que les fougères sont orgueilleuses. C'est absurde, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire ils me font penser à vous voyez, des dames de la cour au XVIe siècle ou au XVIIIe siècle. Dans leurs plis comme ça, ils ont un truc arrogant, un peu hautain. Et du coup, il y a quelque chose d'éminemment social chez les fougères. Donc à un moment, donc, dans ce boulot que j'avais eu à faire dans mon école qui était Penningen à l'époque, il fallait s'inspirer des plantes pour faire des choses et j'avais créé des costumes justement de dames, d'aristocrates à partir de feuilles de fougère. Et voilà, et j'avais déjà en fait cette intuition là dès le départ, mais ce boulot l'a coagulé en quelque sorte. Mais je crois que les fougères m'ont vachement aidé. Et l'idée de connecter du social avec du végétal en fait, à partir d'une intuition. En plus, c'est des plantes qui font pas de fleurs. Quelque part, elles snobent le fait de faire des fleurs, quoi. Elles sont au-delà de ça. C'est vulgaire de faire des fleurs. Voilà. En préparant cet entretien, Laurent Gapaillard, vous m'expliquez en réalité que vous n'avez pas plus de connaissances que ça dans l'écologie, dans le développement durable, et pourtant vous en parlez très bien. Ben, j'ai des émotions devant la nature. Alors du coup, cette intuition-là, elle m'a forcé à me documenter. Alors je me suis intéressé à pas mal de civilisations. Comment transcrire dans des matériaux différents cette intuition-là, pour de l'architecture ou des vêtements. Et puis aussi, par exemple... comment il y a des auteurs extraordinaires comme Pierre Lyotaegui par exemple, La plante compagne ou des livres comme ça qui sont où justement il y a la belle langue française avec un intérêt pour la pharmacopée, pour les savoirs vernaculaires des siècles précédents et en même temps une étude botanique. Donc voilà, j'ai ce parcours livresque et puis maintenant j'habite à la campagne donc je regarde ce que j'ai sous les pieds et... Par exemple chez moi je tonque la moitié de mon jardin. Chez vous, c'est dans l'Orne? Ouais, c'est dans l'Orne. Et du coup, je fais des archipels de graminées, en fait. C'est-à-dire que je tonque la moitié de mon jardin et après, je laisse pousser des bouts d'herbes sauvages. Alors du coup, j'ai des colonies de marguerites, de trucs comme ça. Et j'ai un cadeau, j'ai des orchidées sauvages qui poussent dans mon gazon. Et voilà, je suis très content, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement être un écologue, un botaniste, un entomologue, un log quelconque pour finalement apprécier la nature, avoir, comme vous disiez, des émotions? Ou est-ce que la connaissance de la nature et de notre environnement passe pas d'abord par l'émotion précisément? Je crois que l'émerveillement, c'est clair que, alors là c'est personnel, hein, mais par rapport à l'écologie, puis surtout aux enjeux de malades auxquels on est confronté, si on touche pas à la case émerveillement et si on joue que sur le père Fouettard, on va manquer un peu d'arguments pour faire bouger les gens, parce que les cultures anciennes, par exemple, n'ont pas fait les conneries qu'on a faites parce qu'elles avaient des liens très forts avec la nature, par un respect intuitif envers les choses. Elles n'avaient pas besoin de foutre tout en l'air autour d'elles. Voilà, il y avait des pare-feux, quoi. Donc l'émerveillement, ça reste super important, je pense. Est-ce qu'on peut qualifier votre travail, pour le coup, Laurent Gapaillard, d'œuvre engagée, ou est-ce que c'est pas votre préoccupation, c'est d'abord votre imaginaire? Alors, il y a un idéalisme, il y a une utopie sans doute. Après, engagé en France, ça se contextualise politiquement. Enfin, il y a une histoire pour ce mot-là. Je milite pas pour un parti particulier. Voilà, c'est pas mai 68 ou Sartre ou des néo-trotskistes
trotskiste ou je sais pas quoi. Là-dessus, j'ai pas d'histoire politique, même si on est nourri par ça. Mais par contre, le fait qu'il y ait un enjeu, que le monde, il est vecteur d'idéal, il est vecteur d'émerveillement et qu'on a envie de lui rendre hommage. Oui, voilà, je peux répondre comme ça, mais voilà, après, je le transcris pas forcément dans une politique particulière, quoi. On vous retrouve l'année prochaine aux Imaginales d'Épinal, le Festival des Mondes Imaginaires. Qu'est-ce qu'on pourra voir de votre travail l'année prochaine à cette même période du mois de mai, Laurent Gapaya? Normalement, il devrait y avoir une expo, donc quelques dessins, voilà, donc de chaînes de montagne un peu bizarres. Et puis il faut que j'en fabrique encore. Donc voilà, c'est un peu, ça dépend un peu de moi aussi, mais normalement il y aura déjà ça. Il y en a déjà plusieurs de faites, quelques villes un peu étranges aussi. Voilà, on va dire où on ne sait pas trop ce qui a été construit et ce qui pousse en fait. Laurent Gapayard, si on veut en savoir plus sur votre travail, vous retrouvez aussi l'année prochaine un site internet, un blog? J'ai un blog sur internet, en tapant mon nom en fait on le trouve quoi. Voilà, parce que je connais pas le truc par cœur. Je l'ai pas mis à jour depuis un certain temps parce que ces choses-là je les fabrique et ce sera, on en verra plus en prochain je pense. Certainement, c'est à suivre. Merci Laurent Gapayard. Le matin c'est toujours pareil. Je rêve, le corps déboîté, mécanique du réveil, carcasse désarticulée. Évader de mon grand sommeil, marcher c'est peut-être une idée. Pourquoi j'ai tout le temps peur d'avoir les pieds sur terre, le nez concorde en l'air? Je suis les traces d'un mystère. Je rêve, je rêve. Pourquoi j'ai tout le temps peur d'avoir les pieds sur terre, le nez concorde en l'air? Je suis les traces d'un mystère. Je rêve, je rêve. Le midi c'est toujours pareil. Je rêve de grandes enjambées, d'enchaîner à merveille des sauts en hauteur stylée. Si loin de mon grand sommeil, courir au fond c'est se blesser. Pourquoi j'ai tout le temps peur d'avoir les pieds sur terre, le nez concorde en l'air? Je suis les traces d'un mystère. Je rêve, je rêve. Pourquoi j'ai tout le temps peur d'avoir les pieds sur terre, le nez concorde en l'air? Je suis les traces d'un mystère. Je rêve, je rêve. Le soir c'est toujours pareil. Je rêve d'atteindre mon escale, poser, glisser l'appareil. Durablement vôtre, Éric Mutschler. L'idéal. Au creux de mon grand sommeil, planer d'en haut, vu des étoiles. Pourquoi j'ai tout le temps peur d'avoir les pieds sur terre, le nez concorde en l'air? Je suis les traces d'un mystère. Je rêve, je rêve. Pourquoi j'ai tout le temps peur d'avoir les pieds sur terre, le nez concorde en l'air? Je suis les traces d'un mystère. Je rêve, je rêve. Je rêve. Stéphane Vizère, bonjour. Bonjour. Stéphane Vizère, vous êtes le directeur de la culture ici à la ville d'Épinal qui organise ces Imaginales, Festival des Mondes Imaginaires. C'est la 17e édition cette année. C'était du 24 au 27 mai. Nous sommes dans ce magnifique parc du Cours. Stéphane Vizère, est-ce que les préoccupations environnementales, de développement durable ont toujours été présentes aux Imaginales? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est le reflet finalement des préoccupations de la société, sachant qu'évidemment ce n'est pas le thème de ce festival des Imaginales?
Non, tout à fait. Alors, j'allais dire, c'est un petit peu tout ça, parce que les littératures de l'imaginaire, on a toujours tendance à penser, voilà, on va parler de dragons, on va parler de science-fiction, on va parler de conquête des étoiles, on va parler de plein de choses comme ça. En fait, on parle quand même de la société, on parle de ce qui se passe, on parle des enjeux qui sont là. Et dans les textes qu'on a de littérature, d'imaginaire notamment et particulièrement, on va retrouver toutes les questions qui existent au travers de la société. Et donc ces questions environnementales, depuis des années, le festival a 17 ans maintenant, existent. Alors on se les pose de façon différente, plus ou moins accrue, sur des sujets plus ou moins différents, mais ça fait des années qu'on a déjà traité les éléments autour du thème de l'eau, puisque voilà, il y a un cycle important de Jean-Marc Ligny notamment qui traite de ces questions-là. On a énormément d'auteurs qui traitent des questions écologiques, peut-être par ricochet, peut-être d'une façon un petit peu différente, mais en tout cas qui permettent de réfléchir. Mmh. Alors, le festival des mondes imaginaires, des Imaginales à Épinal, 17e édition, d'où ça sort? Pourquoi les Imaginales à Épinal, Stéphane Wieser? Pourquoi les Imaginales à Épinal? Puisque c'est évident en fait. Alors, ça ne le paraît pas forcément tout de suite, mais les Imaginales, c'est un festival de littérature. Donc on est ici aux confins d'une région, alors comme dans beaucoup de régions, effectivement, sur lesquelles il y a une tradition forte, sur les contes, sur les légendes, sur tout ce qui se passe par rapport à ça. Mais on est sur la ville des images, la cité des images populaires, des images qu'on partage avec tout le monde. Et s'il y a bien une littérature qui est une littérature d'images, une littérature qui forme des images, ce sont ces littératures d'imaginaire. Donc c'est tout naturellement qu'effectivement la ville s'est orientée sur ces littératures qui étaient peu traitées, peu développées, sur lesquelles il y a 17 ans, on avait peu d'investissements. On parlait d'ailleurs de mauvais genres pour le polar, pour la science-fiction, et puis encore plus pour la fantasy. On n'en parlait même pas tellement c'était mal vu. Donc voilà, c'était j'allais dire une place naturelle à prendre. En rencontrant tout à l'heure Laurent Gapaillard et Fabien Fernandez et d'autres, je me disais finalement, Stéphane Wieser, si l'imaginaire n'est pas finalement ce qui va nous sauver et sauver le monde, en se disant que on a peut-être l'occasion là d'inventer ce que l'on n'ose pas inventer dans la vie réelle. Alors ce serait d'avoir des avis péremptoires serait peut-être difficile, mais en tout cas ce qui nous fait réfléchir aussi, alors j'ai pas le mot exact, mais Einstein disait que ce qui faisait la différence entre un scientifique et un chercheur, en tout cas c'était l'imaginaire, puisque techniquement ils étaient au même niveau, ils avaient les mêmes éléments, et ce qui faisait la différence entre vraiment un chercheur ou un génie, c'était sa capacité d'imaginaire. Alors voilà, je pense que c'est lui qui a la belle réponse. Et est-ce que aussi, d'une certaine manière, quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, on se dit c'est quand même un échec total de toutes nos politiques environnementales, y compris de l'investissement. Et Dieu sait s'il est important, parce que c'est même le seul des associations de protection de la nature en général. Est-ce que finalement elles ne sont pas très maladroites dans leur communication, et que finalement la meilleure manière de parler, de faire passer des messages, plutôt que de faire des plaquettes pédagogiques, c'est de faire appel au dragon, peut-être bio? Oui, que ce soit dans la littérature ou dans les films. Enfin, je pense par exemple, là, me vient l'image d'Avatar et le succès que ce film a pu avoir et l'impact qu'il peut avoir sur les jeunes générations, les publics ados, etc. C'est sûr que je vois l'exemple avec mes enfants, etc. Je pense que c'est un film qui les a marqués. Ce sont des images qui ont certainement, finalement, plus d'impact auprès d'eux que bien des discours qu'on a pu leur donner sur des données de la nature. Alors oui, évidemment, alors c'est tout un ensemble, mais évidemment l'imaginaire et le roman et la fiction ont une puissance que parfois on oublie. Rendez-vous au 18e Imaginales à Épinal l'année prochaine, Stéphane Wieser? Écoutez, j'espère. En tout cas, oui, on a noté la date. C'est une manifestation qui est maintenant très ancrée, qui est vraiment l'élément majeur de la fantaisie en France. Donc, effectivement, rendez-vous en 2019. Merci Stéphane Wieser. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? On
vous retrouve, Jean-Marc Ligny, ici aux Imaginales, Festival des Mondes Imaginaires, 17e édition du 24 au 27 mai à Épinal, bien sûr. Jean-Marc Ligny, on vous a entendu tout au début de notre émission. Vous seriez plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? En l'occurrence, concernant le climat, l'évolution du climat, je serais un peu coup de gueule, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Parce que je trouve qu'il y a une mauvaise façon d'aborder la question. Et nous autres, auteurs de science-fiction, enfin moi en l'occurrence, et puis d'autres, peut-être qu'on peut arranger ça, quoi. Dans le sens qu'on a une façon de faire passer le message parce qu'on écrit des romans. Et que, voilà, actuellement, le réchauffement climatique, on nous bassine avec depuis 20 ans. Voilà, on nous dit triez vos déchets, économisez l'eau, prenez les transports en commun, etc., etc. Donc les gens s'y plient de plus ou moins avec plus ou moins de mauvaise grâce. Et puis, ils ont l'impression que de toute façon, tout ça les dépasse, que c'est des négociations sur les taxes carbone, etc., entre gouvernements et que eux n'y peuvent rien et que déjà trier les déchets, c'est déjà beaucoup leur demander. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte et les rapports scientifiques ou les articles, etc., ne leur disent pas. Ils leur disent voilà, le climat va changer, il va faire plus chaud, on pourra cultiver du Bordeaux en Alsace, planter des palmiers en Irlande, etc. Ou bien il va faire très chaud dans le désert où personne ne va jamais. Et alors qu'ils n'ont pas conscience de comment le monde va évoluer au niveau de leur quotidien. Et les scientifiques ne le disent pas non plus. Les scientifiques, ils vont parler d'une évolution globale. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'un jour, ils n'auront plus d'eau, qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, qu'ils ne pourront plus rouler avec leurs voitures, que les voitures électriques, c'est une solution provisoire, mais qui ne va pas durer. En même temps, Jean-Marc Ligny, les théories d'effondrement, la collapsologie, ça a toujours existé, on va dire, au moins depuis l'an 1000. Effectivement. De toute façon, même déjà dans la Bible, il y avait déjà une apocalypse et une fin du monde quelque part. Hein. Donc l'homme s'est toujours préoccupé de la fin du monde et de la fin de sa propre espèce depuis qu'il sait qu'il est une espèce animale. Mais jusqu'à présent, ces fins du monde étaient toujours des possibilités, soit de purs cauchemars, soit de pur délire, ou soit des possibilités. L'exemple, c'est la fameuse guerre nucléaire. Dans les années 50, il y a eu des pléthores de romans et de films catastrophes sur la fin du monde, la guerre nucléaire, etc. Mais ça restait un choix humain. Ça s'est pas produit. La menace n'est pas complètement levée. La menace existe toujours, mais elle reste humaine. Ça reste un choix humain de déclencher l'apocalypse ou pas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore commis cette folie. Par contre, en revanche, le changement climatique, qui est aussi une conséquence de l'activité humaine, est en train de se produire et irréversible. De toute façon, même si aujourd'hui même, demain, on arrêtait toute production industrielle, ce qui n'est pas possible, de toute façon, cette évolution se ferait. Et elle va se faire au détriment de notre confort, de notre bien-être, de notre esprit dominateur. Je veux dire, on ne domine pas la nature, on ne la dominera jamais. Donc, il faut savoir s'adapter. Et pour savoir s'adapter, il faut savoir à quoi on s'attend. Et à quoi on s'attend, ce n'est pas dans un rapport du GIEC ou ce n'est pas dans une émission de télé ou un article qu'on va le toucher du doigt. Je veux dire, c'est en vivant au quotidien avec des personnages qui vont être déjà dans cette situation. Donc, par exemple, dans un bon roman de science-fiction qui traite du sujet. Comme les vôtres, notamment Semence, Paris chez la Talente, Jean-Marc Ligny. Je vous le fais en pas même dire. temps, Jean-Marc Ligny, on aurait aussi pu imaginer, c'est peut-être encore de la plus haute science-fiction, que finalement l'humanité prenne conscience de la situation, se serre les coudes, prenne conscience et puis passe d'un niveau de conscience à un autre et finalement sauve le monde. Ça fera un bon sujet de roman, justement, de parler un peu d'utopie et de réenchantement du monde, je dirais.
Merci à tous les intervenants, Stéphane Vizère, directeur de la culture de la ville d'Épinal, organisatrice des 17e Imaginales, le festival des mondes imaginaires. Merci aussi à l'illustrateur Laurent Gapaillard, aux auteurs Fabien Fernandez et Jean-Marc Ligny, et enfin à Joris pour son aide précieuse à la réalisation de ce reportage. Pour en savoir plus sur les Imaginales, pour cette année c'est évidemment trop tard, mais cela peut vous donner envie d'y être en 2019, rendez-vous sur www.imaginal.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Science sans conscience par l'Ivoirien Alpha Blondy, paru sur l'album Mazada, sorti en 1992. Le générique du Prisonnier, série culte et visionnaire en 17 épisodes de 52 minutes, sans doute le premier chef-d'œuvre télévisuel, créé par les Britanniques George Markstein et Patrick McGowan, par ailleurs l'acteur principal, diffusé au Canada et au Royaume-Uni en 1967 et en France l'année suivante. Et enfin, Les Pieds sur Terre par Antoine Bienvenu, paru sur son premier EP éponyme sorti en 2018. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.